À 17h30, il est temps pour nous d'accueillir l'invité du 17-19. Et hier, c'était les commémorations des 50 otages. Dans un quart d'heure, une veillée du souvenir va débuter devant le monument des 50 otages dans le centre de Nantes. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Claudine Merceron, une des intervenantes lors de cet hommage, qui vient nous parler de ces commémorations. Bonjour. Bonjour. Donc on va revenir tout d'abord sur la commémoration des 50 otages. Que s'est-il passé le 22 octobre 1941 ? Eh bien, 27 otages ont été choisis au camp de Choiseul à Châteaubriand. 16 ont été choisis et même tués au terrain de tir du Bel à Nantes. Et 5 Nantais ont été fusillés le jour même, 20, enfin je vais vous expliquer pourquoi, au Mont-Valérien à Paris. En fait, c'était suite à un haut officier de la commandature, Karl Hotz, qui a été tué par des résistants. Donc c'était en 1941 et donc c'était le 20 octobre 1941 et suite à cette mort, on va dire, de ce haut commandature allemand, nazi, forcément, Hitler est devenu un peu fou de rage et il a décidé de tuer 100 Nantais, puisque ça se passait à Nantes, à côté de la cathédrale, rue du Roi Albert. Et donc ses collaborateurs lui ont dit « Attends, 100 c'est beaucoup, parce qu'on ne va pas se faire bien voir par les Français qu'on est en train d'occuper, donc il vaudrait mieux en diminuer un peu. » Donc il a diminué un peu, il en a mis 50. Voilà. Et ces 50-là ont été choisis principalement dans le monde syndicaliste qui était enfermé à Châteaubriand, où il y avait tous les syndicalistes, beaucoup de communistes, beaucoup de militants qui avaient œuvré pour toutes les luttes de 1936. Puisqu'on disait plutôt Hitler que le Front populaire. Donc tous les organisateurs du Front populaire étaient concentrés dans le camp de Choiseul à Châteaubriand, donc énormément ont été choisis là-bas. À Nantes, ce n'était pas forcément des syndicalistes et des communistes, c'était simplement des résistants, ou voire des très très jeunes, comme certains qui avaient juste fait une petite rixe dans un café à Nantes, avec des soldats nazis qui étaient là, des soldats allemands qui étaient là, une petite bagarre, paf, le gars de 17 ans enfermé, et le lendemain, il fallait faire une liste, paf, il a été pris. Donc, pour certains, rien du tout. Il y a un jeune aussi qui a été pris parce qu'il avait mis accroché un drapeau à la cathédrale de Nantes. Bon, c'était un résistant, on va dire. Donc, le moindre signe de résistance, évidemment, il y avait une répression terrible. Donc, ils étaient prisonniers et on les a mis dans la liste. Guy Moquet, donc le jeune Guy Moquet, lui faisait partie du lot de camp de Choiseul à Châteaubriand, c'était un Parisien. Lui, il avait 17 ans, c'était le plus jeune des 50, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais on peut aussi parler de tous les autres, c'est symbolique, c'est le fait qu'il soit très très jeune, c'était le plus jeune, mais pour certains, Louis Alano, il avait juste 17 ans et demi, quelques mois de plus, donc c'est terrible. Et ce gars-là, ce jeune Guy Moquet, n'avait qu'un tract, une poésie dans sa poche, parce que son père était enfermé, Prosper Moquet, qui était un député communiste, s'était enfermé déjà depuis longtemps, et donc il était à la gare et il distribuait des tracts, et encore, il n'a même pas été pris en flagrant délit, on a retrouvé ça dans sa poche. Il a été enfermé et il a été choisi, évidemment parce qu'il s'appelait son père s'appelait Prosper Moquet et qu'il faisait partie de toutes les luttes de 1936. Vous voyez ? Donc c'est très symbolique. Et on rappelle que Nantes est alors occupée par l'armée allemande. Comment était Nantes sous l'occupation ? Alors ça, j'y étais pas, mais ça devait être terrible. D'abord, vous savez, il y a eu énormément de choses qui se sont produites pendant 39-45, on va dire. Et de mois en mois, les situations évoluaient. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si au départ, le fait de l'armistice, entre guillemets, le fait d'arrêter la drôle de guerre 39-40, où on a subi une belle raclée, où Pétain a signé tous les accords de collaboration, on n'avait pas le même sentiment en tout début qu'après, puisque quand le nazisme est arrivé et ils ont commencé à occuper, il y a eu des actes de violence terribles comme celle-là. Des répressions terribles où on tuait les gens. Voilà. Au départ, ils essayaient de bien se faire voir, puis très vite, le naturel revient au galop. Hitler, c'était pas un gentil. Puis toute sa horde autour, il a quand même réussi à convaincre. Et donc, c'était dans le lot, évidemment, des braves soldats allemands, comme n'importe dans quel pays on peut être enrôlé par le gouvernement.
Hitler, c'était pas un gentil, hein, et tous ces hauts commandatures là, de la haute commandature, c'était pas des gentils. Donc forcément, il y avait beaucoup de répression à Nantes, hein, comme partout. Hein, c'était pas facile, hein, évidemment. Alors Claudine Merceron, vous êtes comédienne. De quelle manière est-ce qu'on peut transmettre, est-ce que vous transmettez la mémoire de nos fusillés à travers l'art théâtral ? Alors ça, c'est vraiment ma partie, puisque moi, en fait, c'est une commande, hein, qu'on m'a faite. Au départ, je me sentais complètement incapable de faire, hein. Je me suis entourée de gens bienveillants, historiens, comme Carlos Fernandez, voilà, des gens qui savent et qui m'ont aidé à lire. Ils m'ont donné des manuscrits, tout ça, donc j'ai lu beaucoup de choses. Hein, donc, pour pas écrire de bêtises. Et puis, je suis contrôlée par l'Amicale du Souvenir, Voves, Rouillé-Incourt, Chateaubriand. À Montreuil, là-bas, on contrôle tous mes écrits. C'est très, très important parce que je suis d'abord une citoyenne et je suis comédienne, metteur en scène, chanteuse, danseuse. Je suis aussi dans la légèreté. Donc, d'allier tout ça, je pense que c'est lié à ma sensibilité. Faut dire aussi que mon père a été interné, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a été dans un camp disciplinaire à Cuxhaven. Il est revenu enflé comme une allumette. Il avait une pleurésie double, etc. Il est mort tard, hein, heureusement, mais ça a été dur pour lui. C'était un souvenir terrible. Il ne pouvait pas entendre parler le mot de guerre. On n'avait pas le droit de regarder des films d'Allemands. C'était terrible pour lui. Moi, j'ai été imprégnée de tout ça. En plus, mon père, c'était un syndicaliste de la CGT. Donc, j'ai en moi tout ça. Et le fait de l'artistique, mes parents étaient très volubiles, ça chantait, ça piaillait, ça rigolait chez moi. Donc chez nous, donc moi, ce désir d'être comédienne, il est au fond de moi, dans mes tripes. Et le fait d'allier maintenant l'historique quelque part et la sensibilisation politique, parce que malgré tout, on fait de la politique quand on fait ça. Le fait de parler de l'histoire, c'est économique et politique, hein, c'est toute une situation. Eh bien, c'est comme si le puzzle se reconstituait. Vous voyez, c'est naturel pour moi, hein. Et je ne dissocie pas l'artistique de l'historique. C'est un tout. Même si il faut être très, très vigilant, et c'est pourquoi je m'entoure d'historiens, parce que je ne suis pas historienne. Donc, voilà, et je peux dire des bourdes. Donc, on est là pour m'aider, à me guider, mais j'ai une sensibilité qui est là et qui est au service de ces idées-là, de ces idées de la résistance, puisque ceux qui sont morts, n'est-ce pas, ce sont des résistants, même s'ils ne sont pas syndicalistes ou communistes, hein. Il y a eu énormément, comme le directeur des ressources humaines de l'U, des gâteaux Lu, lui, il avait 58 ans, Léon Jost. Et il est mort, il était couronné de guerre, de la guerre 14-18, il était unijambiste, hein, c'était pas un communiste ou quoi, hein, c'était quelqu'un qui était bien dans la vie, enfin, notable, hein. Lui, il a aidé les prisonniers de guerre de la drôle de guerre, il a donné du lait, de la farine, des œufs et tout ça de son usine, il a œuvré pour aider avec un grand cœur, hein, un grand cœur qu'il était, et il a été tué dans la liste il a été choisi, hein, uniquement parce qu'il aidait tous ceux qui étaient enfermés dans les camps, là, avant 41, enfin juste avant 41, jusqu'avant qu'il soit pris. Justement, tout ce que vous nous racontez en ce moment, vous allez aussi en parler ce dimanche durant la cérémonie de la commémoration des fusillés de Châteaubriand. Alors, comment va se dérouler cette journée de commémoration ? Alors ça commence le matin, il y a des dépôts de gerbes, donc le 25 octobre à Châteaubriand, dimanche qui vient. Il y a des dépôts de gerbes au camp de Choiseul, voilà, il y a des cérémonies officielles. Il y a une autre cérémonie à la carrière des fusillés de Châteaubriand à 14h. Et il y a des discours politiques, d'officiels. Il y a le syndicaliste de la CGT qui va être là, Martinez, et un représentant de la Micale de Voves, Rouillé-Incourt, Chateaubriand. Et nous, à 15h, à 15h30 exactement, mais on peut mieux dire 15h parce qu'il y aura énormément de monde, à 15h, dans la carrière des fusillés de Chateaubriand, voilà maintenant 2 mois et demi que je mets en scène 80 Castelbriantais qui viennent spontanément pour illustrer tout ce que j'ai écrit. Donc j'ai écrit une pièce de théâtre, hein, c'est une pièce de théâtre, ça s'appelle 70 ans contre l'oubli. Et voilà la 4e année que je mets en scène toute cette troupe. C'est très hétéroclite dans l'horizon, enfin, dans les gens qui viennent, de tous âges. Et c'est merveilleux. C'est une aventure merveilleuse ils ont tous un passé, c'est-à-dire ils sont tous sensibilisés à la question
des fusiliers de Châteaubriand parce qu'il y a eu énormément de résistance à Châteaubriand. Et beaucoup de la population de Châteaubriand ont œuvré à aider dans le camp de Choiseul. Ils ont donné à manger, des couvertures, ils ont fait passer du courrier, ils ont organisé des évasions. C'est riche, très très riche. Et il y a des livres sur lesquels je m'appuie, qui parlent de tout ça. Et donc les Castelbriantais, qui sont la génération d'après, forcément, hein, ils viennent avec énormément d'enthousiasme. Moi, je suis une directrice d'acteurs, c'est clair, j'adore ça, les faire travailler. Ils se donnent avec beaucoup de générosité, beaucoup d'élan, et nous reconstituons toute une fresque historique à partir donc des événements de 1945, puisqu'il y a comme un anniversaire. Nous sommes en 2015, ça va être autour de 44-45, on va dire. Notamment, la famille de monsieur et madame Zlatine, Isieux. Vous vouliez en parler ? Oui, c'est par ces commémorations, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière une famille de résistants, vous en parlez, venus tout droit du Jura. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont ? Eh bien, c'est un couple qui était sans doute offusqué comme énormément de gens et qui ont fait le pas d'acter des actes de résistance énormes. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un refuge dans les contreforts du Jura, à Isieux exactement, et ils ont accueilli, on dit, je crois, si je ne m'abuse, entre 100 et 200 enfants qui sont passés là, des petits enfants juifs, orphelins, pas orphelins, qu'il fallait cacher. Bon, je dis juifs pour la majorité, mais il se peut qu'il y ait aussi des tziganes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le génocide des tziganes, et aussi d'enfants résistants qui pouvaient aussi être harcelés, hein, mais essentiellement des juifs quand même. Et il y a eu une rafle sur dénonciation, hein, avec évidemment des policiers français qui œuvraient, hein, et de la Gestapo, des nazis qui sont arrivés dans ce petit village complètement perdu, et ils ont raflé 44 enfants, les enfants d'Isieux. Donc, comme je travaille avec la classe de CM2 de Jean-Louis Gouraud à Châteaubriand, qui est une école René Guicadou, l'école publique René Guicadou, je travaille depuis 4 ans avec cette école. Donc, il y a eu des livres très poétiques, hein, on va dire, hein, parce que c'est comme ce sont des faits difficiles qu'un enfant de CM2 aura du mal à admettre. Nous sensibilisons au racisme, finalement. Et on aborde de manière très poétique le fait que ces enfants étaient normaux, complètement normaux. Ils étaient joyeux, ils étaient là dans cette magnifique... Il y a des photos dans cette magnifique... ce refuge, hein, dans la montagne, surplombé. Il y a une magnifique prairie, c'est très très beau dans les photos. Et qui, de ce bonheur éphémère, puisque c'était aussi des petits orphelins, hein, donc c'était terrible pour eux, ils étaient très entourés par la famille Zlatine et d'autres femmes, hein, des animatrices, hein, des jeunes de 18-20 ans qui étaient là, qui les aidaient, qui donnaient à manger, qui les soignaient, qui les dorlotaient. D'un seul coup, les nazis sont arrivés et ils ont raflé dans des camions et directement à Auschwitz. Et Madame Zlatine était juste partie dans le sud pour aller chercher du renfort pour dire « Attention, ça sent le roussi, il vaudrait mieux les faire partir ». Elle est revenue, il n'y avait plus personne. Elle a œuvré après pendant des années. Elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle a assisté à tous les procès. Et elle était là avec au fond d'elle, son traumatisme du silence, le silence des rires qui n'étaient plus dans sa maison, mais qui, elle s'est transformée en une parole qu'il fallait absolument sensibiliser et reparler toujours de ce racisme qui, comme vous le savez, monte en ce moment. Et justement, on rend hommage aux résistants chaque année. Est-ce que c'est important de transmettre ce que vous dites, ces notions d'égalité et de courage aux jeunes ? Oui, alors de courage, je dirais que ce n'est pas à la portée de tous parce qu'on peut être courageux un jour et le lendemain très lâche. Il n'y a pas de gens extrêmement courageux. D'un seul coup, il peut y avoir des actes merveilleux. Évidemment, il y a des héros comme ce couple. Mais on peut tous faire quelque chose. Le courage vient avec l'idée que la fraternité est notre horizon, notre lumière. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de religieux derrière moi, mais au fond de moi, je suis athée, mais je suis persuadée que le mot fraternité, je suis une scientifique, en fait, hein, nous sommes sur une terre, il y a des habitants, et là, il y a des inégalités énormes qui sont actuellement, et qui engendrent les guerres, qui engendrent le racisme, puisque c'est l'économique, vous savez, qui engendre le racisme.
hein. C'est la pauvreté. Ce n'est pas la couleur. Évidemment, ça se transforme en couleur, en racisme, en anti-Rome, anti-migrants, anti-Afrique, anti-noir, etc. Mais au fond du fond, c'est l'économique. Si les gens partent, comme vous le savez actuellement, c'est pour vivre, pour éviter de se faire trucider quand il y a des guerres, et pour vivre mieux, tout simplement, faire vivre son enfant quand il meurt de faim. C'est complètement humain. N'importe qui ferait la même chose. Merci Claudine Merceron d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.